ou c'est tout bon? Donc on vous invite effectivement, à réagir, le plus possible, via la boîte de dialogue conversée et ensuite on a quand même prévu des temps d'échange, vraiment où on pourra prendre la parole les uns les autres. Voilà, nous, on est habituellement dans l'animation participative, conviviale et en présentiel donc bon, on s'adapte comme on peut, au contexte et j'espère que vous allez passer un bon moment quand même et on a essayé de rendre ça le plus, dynamique et coopératif possible. Alors, avant de, rentrer dans le vif du sujet, on voulait faire un petit peu, connaissance et qu'on se mette tous à l'aise, avec, cet environnement, numérique. On vous propose une météo du jour sous forme, on va pas faire le tour de table parce qu'on est maintenant 26, mais en utilisant le visuel des caméras. Donc vous pouvez aussi afficher les caméras, sous forme de grille vidéo ou de vignettes comme vous le souhaitez. Et là, je vais demander à chacun de s'exprimer sur, comment il se sent ce matin avec sa main grâce à ses 5 doigts. Donc 0 doigt, je ne me sens pas bien, c'est la tempête, totale ce matin. J'ai passé une mauvaise nuit, voilà. Chacun a ses raisons, diverses et variées. Et 5 doigts, c'est le grand soleil. Voilà. Donc je vous propose de vous exprimer, sur, votre météo, du jour. Alors moi, je vois pas toutes les caméras. Tu les vois, Marie? Je fais défiler pour voir tout le monde. Il y a pas mal de 4. OK. Il y a quelques 5 aussi. Et puis un ou deux 3. Très bien, je pense que tout le monde est en forme quand même. Ça va, Relativement en forme. parce qu'on a le droit de pas être en forme. Voilà, c'est juste pour mesurer la température du jour, la météo du jour. Ben, merci bien. Et on va aussi, faire un peu plus connaissance, mais, plutôt en termes, géographiques ou territorial. Et puis ça va vous permettre de vous familiariser un peu, pour ceux qui ne sont pas encore, familiarisés à l'outil Zoom. Je vais lancer un sondage où vous allez voir une question apparaître sur votre écran et je vous inviterai à y répondre. Alors, normalement, la question est apparue pour 24 personnes, donc je pense pour la majorité d'entre vous. Les 2 dernières personnes, c'est toi et moi, Célia, je pense. Donc, tout le monde doit avoir la question. Ouais. Et oui, c'est les animatrices ne peuvent pas voter. Bon, après, c'est des grandes catégories hein, de milieux environnants, c'est juste pour avoir une petite idée en termes de représentativité. Allez, encore, je vous laisse encore 10 secondes. Il y a 3 personnes qui n'ont pas répondu. C'est pas très grave. Hop, je mets fin au vote. 87% de réponses. Alors, je vous partage les résultats. Est-ce que vous les voyez? Tout le monde voit ça? Et donc, on a une majorité de moyenne montagne, 48% se définissent comme travaillant dans un milieu moyenne montagne, suivi à égalité de haute montagne et plaine et collines. Et le littoral est moins représenté, il n'y a qu'une personne qui est en bord de, en bord de mer. Hop. Tchac. J'arrête le sondage.
Je ne sais pas comment l'arrêter. Ah si, elle est cachée. Ma petite croix. Marika, je te laisse également dresser un petit portrait plus précis des participants que tu as pu établir grâce au formulaire d'inscription. Oui, on ne va pas s'attarder là-dessus. C'était pour que vous puissiez visualiser un peu qui participe aujourd'hui. Pour nous, c'est très riche, mais à la fois très complexe parce que vous le voyez sur les schémas. Il y a beaucoup de milieux naturels et de parcs différents qui sont représentés. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de professions. Donc, on va parler d'éco-responsabilité pour des professions très diverses et variées. Donc, c'est possible qu'il y ait des frustrations, c'est possible qu'il y ait des envies et des questions qui resteront sans réponse. Mais on va essayer de traiter le plus d'actions possibles qui correspondent à vos différentes professions, vos activités professionnelles. Et on a une majorité d'acteurs du tourisme et une petite minorité d'agriculteurs producteurs. Ils ne sont que 2 normalement. Et je ne sais même pas s'ils sont là, d'ailleurs, dans les présents. Mais voilà, donc on va essayer de s'adapter à vous tous et à vos profils très, très variés. Mais du coup, d'autant plus riche. Ça peut permettre aussi de rencontrer des personnes de secteurs ou d'activités différentes, d'avoir des idées vraiment très différentes et un regard aussi neuf sur nos propres pratiques. On est dans les temps, on termine la phase introductive. Donc, pour commencer, on voulait vous demander l'éco-responsabilité, le premier mot vraiment qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle d'éco-responsabilité. Et pour cela, on vous demande de vous exprimer via le chatter ou la vignette conversée. Donc, un mot par personne, le premier qui vous vient à l'esprit. Et on synthétisera ensuite pour voir votre représentation de qu'est-ce que c'est pour vous l'éco-responsabilité. C'est pour avoir un peu une vision partagée et commune de la diversité de cette thématique. Donc ça fuse. Quand moi, là, c'est moi qui parle, qui suis donc animatrice principale, et c'est donc Marika qui est en charge plus de la technique, de veiller effectivement à, à ce que la technique se passe au mieux pour tout le monde, et à regarder, à surveiller le chatter. Je vous laisse encore quelques secondes pour dire votre premier mot, si vous en avez un qui vient, quand je vous dis éco-responsabilité. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Allez, on va terminer là. Marika va prendre tous ces mots-clés et on va vous les partager juste après l'intervention de Marie et Laure qui voulaient faire un point sur les marques parcs auxquelles vous êtes adhérents. Je vous laisse la parole et vous me dites, Marie et Laure, quand est-ce que je dois passer les diapos. Laure, je te laisse intervenir. Je ne sais pas si Laure est là. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle devait intervenir? Eh bien, sinon, je passe directement sur tes diapos à toi. Sinon, je vais la remplacer. Mais je reviendrai en arrière, c'est comme tu veux. Non, c'est bon, je peux intervenir, ouais. Ok. Du coup, l'idée, c'était juste de pouvoir montrer, comme on a des bénéficiaires des 2 marques, montrer un petit peu les points communs entre les 2 marques. Donc, la marque Esprit Parc National, donc c'est une marque qui est collective aux 11 parcs nationaux de France. Et c'est une propriété de l'Office français pour la biodiversité. Et chaque parc national déploie la marque sur son territoire.
Donc ça, c'est depuis 2015 et tous les parcs les ont déployés à des années différentes. Nous, on a commencé en 2015. Et la marque Valeur Parc, donc c'est une marque collective des parcs naturels régionaux de France, qui est, elle, une propriété du ministère de la Transition écologique et solidaire, et donc gérée par la Fédération des parcs naturels régionaux de France, et déléguée à chaque parc naturel régional. Et le déploiement se fait depuis 1996. Donc, ce sont 2 marques collectives nationales qui concernent plusieurs secteurs de métiers et avec un fort ancrage territorial. Et au niveau de leurs points communs, ce sont 2 marques qui soutiennent une activité économique locale respectueuse de l'environnement et des hommes et des femmes qui vivent dans les parcs. Garantit des découvertes qui sont différentes et éco-responsables. Mobilise des acteurs économiques des parcs qui souhaitent contribuer à un développement durable de leur territoire et offrir ce qu'il y a de meilleur. Et ce sont 2 réseaux d'acteurs dynamiques et en constante évolution. Donc, tu peux passer la prochaine diapo. Donc, ces 2 marques reposent sur des démarches qui sont tout de même rigoureuses avec des critères à respecter, notamment avec un cahier des charges qui va reprendre les critères nécessaires pour être éligible à ces 2 marques, qui suit ensuite d'un audit d'adhésion, et il y a aussi des contrôles intermédiaires. Et ensuite, un contrat est passé entre les parcs et les entreprises volontaires pour un engagement commun sur plusieurs années. Tu peux passer à la prochaine diaporama. Hop. Je vais trop vite? Non, c'est bon. C'est bon. En ce qui concerne la marque Esprit Parc National, donc actuellement, nous avons 105 entreprises qui sont bénéficiaires, qui bénéficient de la marque Esprit Parc, avec plus de 250 produits et services marqués. Par exemple, on a environ une cinquantaine d'hébergements, 7 refuges, 98 sorties accompagnées, 3 restaurants, 5 sites de visite, 22 séjours et 40 producteurs, soit une centaine de produits agricoles durables. Il y a 5 valeurs qui définissent la marque. Donc, la première, c'est l'engagement. En fait, la marque reflète la vocation des parcs nationaux et l'implication des entrepreneurs dans le projet de territoire. Ensuite, l'authenticité, à travers la valorisation de traditions, de savoir-faire et de patrimoines locaux. Le respect de la nature, du patrimoine culturel, des acteurs locaux et des populations. Le partage entre le parc national, les entrepreneurs et la transmission vers le grand public. Et pour finir, la vitalité qui se traduit par un état d'esprit positif, porteur de dynamisme et d'ouverture. Tu peux passer la prochaine diapo. Ouais, petit. Je ne sais pas si Laure est revenue ou pas. Ouais, je pense que ça la concerne plus, cette partie. Mais... je crois qu'elle n'est pas là. C'était assez sympa. Faire à sa place, du coup. Donc, il y a 9 parcs naturels régionaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit 287 entreprises qui bénéficient de la marque Valeur Parc. Donc, 300 produits et prestations éco-touristiques. Donc, il y a 26 hôtels, 21 campings, 13 villages de vacances, 100 chambres d'hôtes, gîtes meublés. 67 sorties accompagnées, 18 sites de visite, 5 manades, 32 restaurants, 12 séjours et 44 produits de terroir. Et la marque Valeur Parc Naturel Régional a 3 valeurs qui sont le respect de la nature, l'épanouissement de l'homme et l'économie locale. Donc voilà pour le petit topo sur les 2 marques. Ok, super. Eh bien, merci. Donc, sauf s'il y a eu des questions ou des réactions dans le chatter, ou on continue. Marika, tu... Oui, moi, je vais envoyer, mis à part des problèmes techniques, il n'y a pas de questions, de réactions particulières dans le chat. Moi, j'envoie juste dans le chat, du coup, le petit nuage de mots avec ce que vous venez de partager. L'éco-responsabilité en un mot, selon vous. Donc, vous pouvez l'ouvrir dans le chat, ou Célia, tu peux le partager sur ton écran si tu veux, pour qu'on je m'en visualise. occupe. Super. Ah, alors.
C'est Tu un arrives, peu... tu arrives à l'ouvrir, hein, sinon, il n'est pas Oui, très oui, gênant. vous devez le voir normalement. Hop. Donc, ce qui revient beaucoup, ce sont les mots en plus gros. On le voit. Le respect, l'environnement, l'avenir, la planète, le choix. Et il y a des personnes pour qui ça n'évoque pas grand-chose, qui est un concept un peu flou. Activité quotidienne aussi, il y a une notion d'être éco-responsable au quotidien. Est-ce que tu veux rajouter des choses là-dessus, Marika? Moi, j'ai rien à rajouter. Je pense que ça va venir au fil Voilà. au fil de la session. On va essayer d'éclaircir tout ça, de clarifier tout ça. On va faire un tout petit point de définition, mais c'est vraiment pas un cours théorique et on est vraiment sur l'échange et le partage. Mais je voulais quand même vous proposer une définition de l'éco-responsabilité, qui est un principe qui est né dans les années 70. En fait, l'éco-responsabilité, c'est une démarche qui intègre les enjeux du développement durable au quotidien. Donc, ça nous renvoie à qu'est-ce que c'est que le développement durable, qu'on appelle aussi développement soutenable, voilà, qui a plusieurs synonymes. C'est un développement qui est économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Donc, on voit vraiment que en termes de développement durable, il y a 3 grands piliers. Le développement durable, il tente, c'est son projet de concilier environnement, social, économie. Il est à la croisée de ces 3 grands piliers. Quand on est à la croisée que de l'un des 2 piliers, on utilise d'autres termes. Par exemple, à la croisée de économie sociale, c'est l'équitable. On peut penser au commerce équitable. Voilà. Et parfois, quand on parle de développement durable, on englobe aussi ces 3 piliers par le terme gouvernance, une gouvernance horizontale, une gouvernance partagée pour mettre en musique ces trois piliers, ces 3 grands enjeux. J'espère que c'est clair. C'est difficile parce qu'en fait, je ne vois pas toutes vos réactions et tous vos visages. Donc, j'espère que c'est clair. Je les vois mieux que quand on est masqué d'un côté aussi, hein. Au moins là, je vois vos sourires ou pas, vos mimiques. On continue. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ramener ce concept d'éco-responsabilité qui intègre les enjeux du développement durable à nos métiers, à nos pratiques? Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme ce matin avec nous. Qu'est-ce que le tourisme responsable, éco-responsable, tourisme durable? Voilà, il y a plusieurs appellations. Comme définition, je vous propose celle de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, on voit que les impacts économiques, sociaux et environnementaux y reviennent et on l'applique en fait au métier du tourisme. Il y a d'autres notions en termes de tourisme responsable qui sont satellites et qui reviennent souvent. On parle souvent parfois d'écotourisme, de tourisme social, de tourisme éthique et solidaire, de slow tourisme. Donc, je ne vais pas creuser chacun de ces différents types de tourisme-là. À l'issue de la formation, on vous fournira une fiche ressources avec pas mal de liens Internet pour des ressources, pour creuser certains points. Et on reviendra sur les définitions de ces termes-là à ce moment-là. Sachant qu'on peut faire du tourisme social et en même temps du slow tourisme. Enfin, on peut mixer chacun à sa manière. Laure, si tu veux réagir aussi, Marie, si tu veux réagir, tu n'hésites pas. Voilà.
On enchaîne sur qu'est-ce que c'est que l'agriculture responsable, éco-responsable ou durable. Donc là, c'est voilà, un mode de production qui consiste à avoir une évaluation sur la gestion globale de son exploitation pour limiter ses impacts sur l'environnement. C'est dans tous les cas, l'éco-responsabilité, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a une question d'amélioration continue. On n'est jamais parfait, on ne peut jamais faire tout correctement. Donc voilà, c'est sans cesse être dans ce processus de mettre en place des choses, voir si ça permet d'atteindre ou de se rapprocher de nos objectifs, d'améliorer les points que l'on voulait améliorer et réussir à se remettre en question, dire bon bah j'ai essayé ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, je tente autre chose ou je le réajuste pour qu'il soit plus efficace, plus cohérent avec ma vision des choses. Il y a aussi une notion de personnalité. On est chacun, tous plus ou moins sensibles au côté environnemental, économique, social. Donc, chacun avec sa propre sensibilité, on s'approprie cette notion-là. Mais on trouvait pas mal de cadrer les choses et de vous proposer des définitions. Donc pareil, pour l'agriculture éco-responsable, il y a des termes d'agroécologie, d'agriculture biologique, raisonnée, permaculture, qui peuvent nous aider à tendre vers cela. Je ne reviens pas du coup sur les marques parcs qui ont été très bien présentées tout à l'heure par Marie, mais on voit que vraiment à travers les valeurs de chacune des deux marques, que déjà, ça a posé un peu les prémices, les jalons des définitions que j'ai à mener ensuite. Donc, on voit que ces marques-là incarnent quand même assez bien le concept d'éco-responsabilité et qu'est-ce que c'est que se lancer dans une démarche éco-responsable. Donc, en fait, vous êtes déjà lancé en fait dans une démarche éco-responsable si vous êtes présent ici avec nous ce matin, puisque vous êtes bénéficiaire ou adhérent, je ne sais plus les termes exacts, d'une de ces deux marques, c'est que vous êtes déjà dans cette démarche-là, sans le savoir en fait. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Marika, tu es l'œil de Moscou. Il n'y a pas de réaction. Est-ce que tu veux compléter? Non, je pense que c'est déjà relativement complet et des concepts pas faciles à définir. Et je pense que tu as déjà bien dégrossi ces grandes actions et ces grands concepts. Donc, pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à les écrire dans le chat si vous avez des questions et on reviendra dessus avant la pause. Je les synthétiserai et on les partagera. Il y a une remarque intéressante qui dit aujourd'hui, j'aurais écrit économiquement soutenable plutôt que économiquement durable, je pense. Mais oui, c'est intéressant. Après, je ne vais pas venir dans les débats, mais le terme de développement durable lui-même fait débat. Parce qu'il y a des personnes on parle parfois de développement plutôt soutenable ou même de transition. Après, ce sont des débats terminologiques. Tant que ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose que l'on comprend tout et que l'on partage tous, je pense que c'est le plus important. On enchaîne avec, pour plutôt se rapprocher au plus près de vous, voir les impacts des activités touristiques et agricoles sur l'environnement, sur la biodiversité. Donc, effectivement, je voulais juste faire un tout petit point sur le fait que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, le changement climatique
et l'impact des activités humaines sur ce changement climatique ne fait plus de doute. Le GIEC, donc le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui produit des rapports tous les 5 ans sur l'évolution du climat et les perspectives, l'a affirmé dès son rapport de 2014 que l'influence des activités humaines sur le changement climatique était un des facteurs essentiels, qu'il ne faisait plus aucun doute. Donc il y a vraiment une prise de conscience généralisée, je pense. On le voit autour de nous, des personnes climato-sceptiques, donc qui pensent que le changement climatique n'existe pas. Il y en a de moins en moins. On le voit tous autour de nous au quotidien, au fil des saisons et des années qui passent, qu'il y a parfois des dérèglements assez importants. Dans les ressources, on vous mettra une vidéo qui résume ces gros rapports du GIEC. Je voulais juste vous rappeler les objectifs que le GIEC a fixés. C'était plus 1,5 degré avant 2100 par rapport à 1900. Pour pouvoir contenir ce changement climatique et ne pas trop bouleverser l'équilibre de la planète et de ses habitants, autant humains que non humains, animaux et végétaux. Mais dans la réalité, on est déjà à plus 1 degré en 2020 par rapport à 1900. Et d'après les scénarios, le plus 1,5 degré va être atteint entre 2030 et 2050. Et en 2100, on serait au-delà de 3 degrés. Si on continue comme ça, sachant que même si on met en place des choses, il y a une certaine inertie. Donc, même si le monde entier s'arrêtait de faire des activités polluantes qui émettent des gaz à effet de serre, etc., le réchauffement climatique global continuerait d'augmenter. Donc, c'est vrai que c'est un constat assez alarmant et un petit peu parfois anxiogène. Il est partagé, il faut qu'on est là et de toute façon, il faut qu'on essaie de faire des choses pour faire bouger les choses. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Chaque choix et action compte. Et je voulais aussi vous parler du concept de l'effet boule de neige et de l'interdépendance à l'échelle globale. Si on prend l'exemple de la fonte des glaciers, qu'ils soient alpins ou continentaux, donc le glacier perd son épaisseur chaque année puisque l'accumulation de la neige hivernale est inférieure à la fonte estivale. Tout ça, on parle beaucoup de la hausse du niveau de la mer, qui va engendrer des migrations humaines, mais aussi animales. Tout ceci, ça met aussi en péril un certain nombre d'animaux et de végétaux dont leur milieu se réduisent, dont leur habitat se réduisent, donc ils n'ont plus forcément les bonnes conditions pour vivre correctement. Toute cette chaîne alimentaire est bouleversée. Au niveau local, donc ça c'est plutôt global, mais au niveau local, il y a aussi le glacier qui devient instable, qui provoque des éboulements. Il y a parfois des inondations qui sont liées à ces fontes massives et ces poches d'eau qui se forment en aval du glacier et qui parfois se cèdent. Et puis le fait que les glaciers et les glaciers des pôles fondent, il y a également un effet boule de neige puisque ce sont des lieux qui permettent de réguler le climat à l'échelle planétaire. Et donc, la fonte des glaciers accélère aussi le réchauffement climatique.
En fait, le changement climatique, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est vraiment quelque chose qui englobe plusieurs facteurs très nombreux. Alors, est-ce qu'il y a des réactions?